Hello coolers, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avec le frérot, le footballeur parisien. Ça va mon gars? Ça va, tranquille. Écoutez, alors à l'heure où on parle, c'est cette vidéo sur ma chaîne qui est sortie et la vidéo sur ta chaîne sort plus tard dans la journée à 16h il me semble, c'est ça? C'est ce qu'on avait dit? C'est ça, ouais, c'est à 6h, ouais. Dans tous les cas, toutes les infos de sa chaîne seront en description. Et c'est parti, on commence. Le sujet sera surtout sur le Barça. Allez, let's go. On va commencer avec, qu'est-ce qu'on avait écrit? Avec le mercato en termes d'arrivée du Barça qui est plus ou moins raté pour le moment. Alors, je tiens à préciser avant de commencer qu'on est mardi. Combien? On est mardi 27 août. Ça veut dire qu'il reste quelques jours avant la fin du mercato. Donc quelques infos peuvent être obsolètes. Nous sommes jour de match face au Rayo. On n'a pas encore vu le match, si on les a battus et de combien. Je suis très confiant, on va se prendre un karma déjà. Ça commence mal. Ouais, du coup, comme vous l'avez compris, quelques infos peuvent être plus d'actualité obsolètes parce que la vidéo sort la semaine prochaine en principe, selon le calendrier. Allez, let's go. Alors le premier cas de figure, c'est Nico Williams. Alors Nico, comme tu le sais Flo, il voulait venir, il a pas pu venir. À cause de qui? À cause de quoi? Je ne sais pas, hein. Déco. La puerta. C'est un peu la porta, c'est la puerta. C'est la porte. C'est un brique. Bon, du coup, t'en penses quoi là de ce qui s'est passé? C'est quand même une faute professionnelle de pas chercher un joueur qu'on voulait, hein. Exactement, en plus un joueur qui voulait venir, un joueur qui avait un accord avec le club, même le Barça était prêt à payer sa clause libératoire, mais comme tout était parfait, carré, sauf le fait qu'il ait des garanties d'être inscrit. On le voit avec Daniel Moore, on va en parler juste après. Oui. Le Barça n'a pas les fonds pour inscrire plusieurs joueurs. Du coup, il n'a pas eu les garanties, sachant qu'il savait très bien qu'à Bilbao, il allait continuer à jouer. Et en plus de ça, qu'il allait jouer l'Europe avec son club formateur, du coup, il a choisi de rester là-bas. Ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est que il a décidé de rester parce que Olmo, je reviens au cas Olmo, c'est la 3e journée, il a été inscrit ce matin, il a failli ne pas pouvoir être inscrit parce que c'est grâce à Christensen, c'est grâce à la blessure de Christensen qui finit par être inscrit. Et ça, je trouve que c'est une dinguerie. C'est normal que Nico Williams demande des garanties pour pouvoir venir, des garanties d'être inscrit. Et il n'a pas eu ces garanties, donc il a préféré rester avec son frère Inaki. La finale d'Europa League est programmée à San Mamés, donc c'est un grand objectif pour Bilbao depuis des années, de manière ouverte, d'arriver à cette finale pour tenter de gagner un titre européen. Et c'est un rêve de gosse pour lui parce que c'est un basque dans l'âme, il a toujours été à Bilbao et c'est normal de faire ce choix quand tu n'as pas de garantie dans ton potentiel prochain club, le club de tes rêves, où est à tous tes amis et tout. C'est une très belle opportunité, mais tu n'as pas la garantie de pouvoir jouer directement et peut-être ne pas jouer tout court parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si Christensen n'avait pas été blessé. Peut-être que Olmo ne serait pas inscrit à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un cas assez compliqué et j'en veux personnellement à la direction de ne pas avoir offert des garanties directement, de ne pas avoir vendu plus rapidement. Il y a le deal Nike, ça fait 2 mois qu'on nous dit dans la presse que l'accord or va être signé. On attend encore quand même. On est quasiment à la fin du mercato. On n'est même pas au 1-1. Notre objectif en début de mercato, c'était de signer un 6, de signer un latéral droit et de signer un ailier gauche. On n'a signé rien de tout ça. On a signé Olmo et on en reviendra juste après de l'objectif de signer Olmo que je comprends pas personnellement. Et ouais, en fait, Nico, je comprends totalement son choix et j'espère qu'on pourra l'année prochaine avoir les fonds pour l'avoir parce que un duo Nico Williams-Yamal peut être très intéressant,
Surtout que l'année prochaine, c'est année électorale pour Laporta. Il est entre guillemets obligé de chercher une star au Camp Nou s'il veut espérer être réélu. Surtout que les supporters et les socios commencent à se poser des questions. Ça commence très peu, mais quand même, à parler de motion de censure pour l'obliger à démissionner. Bref, il est dans une situation assez compliquée, Laporta, actuellement. Et on peut pas le défendre actuellement parce qu'il n'a rien vraiment fait lors de ce mercato, que ce soit lui ou Deco. On rappelle aussi que Xavi a été viré parce qu'il a exposé la situation du club aux fans et au monde entier. Ok, niveau marketing, c'est pas exceptionnel parce que bon, le Barça est quand même vu comme un grand club, un club qui fait rêver beaucoup de joueurs, qui fait rêver également beaucoup de marques. Il a un peu explosé, il a été bien un peu à cause de ça. Moi, je trouve ça personnellement très limite. Après, je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, mais c'est, comme t'as dit, c'est vraiment limite de le dégager pour ça. Sachant que ça faisait un mois que tu lui parlais tous les jours pour qu'il reste, tu essayes de le faire changer d'avis parce qu'il allait démissionner à la fin de la saison, c'est ce qui était dit à la base. Et au final, il accepte de rester. Une semaine après, il dit en conférence de presse, c'est même pas une dinguerie ce qu'il a dit. Il a juste dit que voilà, les fonds du club ne nous permettent pas forcément d'avoir le même FPF que nos concurrents, mais on pourra quand même se permettre des choses et c'est pas une excuse pour ne pas être compétitif. C'est exactement ce qu'il a dit et il n'a rien dit de mal entre guillemets. Et parce que ce n'est pas dans le même discours que l'idéal que veut nous montrer Laporta en mode on peut signer n'importe qui, n'importe quand, on a l'argent, etc. Alors que dans les faits, techniquement, on peut pas faire grand chose. Et c'est ça qui me fait revenir justement au cas Olmo. Olmo, on paye 60 millions à Leipzig. 60 millions pour un joueur, un milieu offensif. Ok, il peut jouer ailier gauche, il est polyvalent, etc. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Olmo. Moi, je suis pas contre sa venue. Mais c'est pas actuellement l'objectif principal. C'est pas une priorité d'acheter à ce poste-là. De mettre 60 millions sur ce poste-là, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut un 6, il nous faut un latéral, il faut un ailier gauche. On n'a rien pu signer pour moi tout ça. Il reste 3-4 jours il reste une semaine avant la fin du mercato. On n'a aucune garantie. Et notre effectif, je suis désolé, mais il est plus faible que celui de l'année dernière. Et ça, c'est un exploit. C'est un exploit, mais il faut aussi souligner que c'est par rapport, si tu avais l'argent justement pour ça, ton effectif aurait été renforcé. Honnêtement, moi je serais à la place de Laporta et de Deco, je n'aurais pas pris Olmo, parce que vous avez déjà, comme tu l'as dit, assez de joueurs à ce poste-là, comme Fermin, comme Gavi, comme Bernal, Casado, Gundogan, mais non, lui, du coup il est parti. J'aurais plutôt pris un Kimmich, lui qui voulait venir, un Kimmich à 45 millions, que le Bayern... le Bayern ne voulait pas s'en débarrasser, c'est lui qui voulait partir, mais il reste un an de contrat. Je pense pas que le Bayern aurait forcé pour le garder jusqu'au bout si Kimmich avait vraiment envie de partir et si vous voulez une indemnité de transfert. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que l'option Kimmich était une option très intéressante pour le club et que l'idée ressemblait à celle qu'on avait avec Lewandowski. Un joueur qui reste peu d'années de contrat. On tente de négocier avec le Bayern pour un prix diminué pour pouvoir le faire venir parce que quand même on n'a pas tant que ça les fonds. Ça aurait pu être comme le dit Lewandowski, négocier avec le Bayern parce qu'il ne voulait pas le laisser partir libre. Et autre offre, il y avait Frimpong. Frimpong qui avait une clause libératoire de 35 ou 45 millions, je me rappelle plus. Bon, là, maintenant, elle a expiré depuis parce qu'on n'a pas pu se bouger. Personne ne s'est bougé. Mais on aurait pu, peut-être, parce que Frimpong, son rêve, c'est le Barça. Il a toujours dit ça. C'est quand même un Néerlandais qui a toujours aimé le club. Je pense que ça a été une option intéressante. Surtout que maintenant, là, on arrive justement à Cancelo. Cancelo qui va probablement, selon nos dernières rumeurs, partir à Al Hilal. Ça aurait pu être une option pour nous, surtout que City voulait s'en débarrasser à 15-20 millions. Enfin, à 20-25, mais vous avez compris. Un prix assez diminué, mais même ce prix-là, on l'a pas, parce qu'on a mis 60 millions sur un joueur où on a déjà Pedri et Fermin qui peuvent jouer à sa place. Donc bon,
l'idée de payer autant pour un joueur de ce poste-là, même si c'est un joueur de grande envergure, moi j'étais pas forcément d'accord. Même si clairement maintenant qu'il est là, on va soutenir Dani Olmo, etc. Et je suis sûr qu'il va pouvoir s'installer parfaitement dans le système de flic. Hein. Je suis sûr qu'il va réussir, mais voilà, c'était pas forcément le deal qu'on attendait entre guillemets. En plus, Cancelo lui-même a dit qu'il voulait potentiellement revenir au club. Et voilà, au lieu de prendre Dani Olmo, tu aurais pu avoir un Kimmich et un Cancelo. Enfin, je ne comprends pas, j'ai pas compris pourquoi Olmo. Alors, ok, le Barça pistait Olmo il y a quelques années parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là, mais sauf que maintenant ils n'en ont plus besoin. Donc c'est très très bizarre d'avoir pris un joueur comme lui. Après, comme tu l'as dit, oui, il va très vite s'adapter au football d'Hansi Flick. C'est un joueur qui correspond parfaitement à ce que demande ce coach. Ouais, c'est ça, c'est que Cancelo avait dit ouvertement qu'il voulait revenir, ça voulait se faire, ça parle là ces derniers temps de ouais, le Barça attend la dernière minute pour Coman et Chiesa. Bon, on peut à peine inscrire Olmo, Coman, Chiesa et Jonathan Tah d'ailleurs. Jonathan Tah, oui, moi j'ai pas Tah, je suis désolé, j'ai Jonathan Tah. Du coup, Jonathan Tah aussi, c'est une bonne option, sachant qu'en plus, il y a eu des ventes au club et qu'il y a eu Eric Garcia qui s'est blessé. En tant que défenseur centraux, les deux seuls disponibles, parce que Koundé est un défenseur droit parce qu'on n'a personne d'autre à part Forte. Les deux seuls défenseurs centraux qu'on a actuellement disponibles, c'est Inigo Martinez et Koubarsi. Et puisqu'on a besoin d'argent, on vend Mikayil Faye à Rennes, alors qu'on aurait pu par exemple vendre un Eric Garcia. Bon, maintenant il est blessé, donc ça va, je pense, être compliqué, même si Jérôme le veut, hein. Et lui il n'est pas contre d'un départ, mais ça peut s'annoncer compliqué. Un Eric Garcia aurait pu partir, ça parlait de 25-30 millions. Ça aurait pu être bien plus intéressant qu'un Mikayil Faye, un joueur jeune, etc. Après, dit Mikayil Faye, le truc c'est que on gagne de l'argent, on gagne une clause à revente et on a une clause de rachat. Donc on a tout potentiellement pour pouvoir le reprendre si vraiment il explose, etc. Et c'est ce que j'espère pour lui. Parce que c'est vraiment un joueur que j'appréciais beaucoup, qu'on a vu en pré-saison plus ou moins, qui était très intéressant. Et c'est vraiment un joueur que j'attendais avec la A, surtout sur Hansi Flick, mais puisqu'on a besoin d'argent, il faut le vendre. C'est ce qu'on nous a dit quand même. Ouais, et du coup, un autre deal qui a été vraiment mal géré, c'est le deal Gundogan. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais le deal Gundogan, c'est quand même un joueur qui voulait rester, un joueur qui allait à la base rester, qui est parti pour 0 au meilleur club du monde. Ça a essayé dans la presse de nous vendre comme si c'était un choix sportif de Flick, alors que Flick, le lendemain de son départ, a dit en conférence de presse que c'était un joueur qu'il aimait et qu'il voulait, mais il a dû partir. C'est juste pour inscrire Olmo qu'on a dû vendre Faye, qu'on a dû vendre, même pas vendre, on a dû laisser partir libre Gundogan. Et qu'on a dû laisser partir l'anglais en prêt à l'Atlético. Bon, ça c'est un mauvais exemple. Pardon, c'est un mauvais exemple parce que l'anglais c'était déjà un indésirable, mais quand même, sachant qu'on avait beaucoup de blessés, c'était pas vraiment le moment de laisser partir un défenseur central, quoi. Après, je sais pas ce que toi t'en penses de ces départs-là. Moi, je pense que laisser Gundogan partir juste pour inscrire en plus libre, c'est une très très grosse erreur. Parce que Gundogan, il apportait tellement à l'effectif du Barça. Il va manquer dans l'effectif, c'est sûr et certain. Pour le cas anglais, c'est vrai que le Barça a besoin d'un défenseur central. Mais est-ce qu'il a encore le niveau pour jouer au Barça? C'est une très bonne question. On est d'accord qu'il a flop totalement quand il était au Barça. Là, il part en prêt à l'Atlético à voir ce que ça peut faire. Mais honnêtement, je ne le vois pas performer là-bas. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne le vois pas performer là-bas. Ouais, en plus, c'est un prêt sans option d'achat pour l'anglais. Et ouais, franchement, l'anglais 2018, il me manque. J'ai trouvé l'anglais 2019, pardon.
l'anglais 2019, il était intéressant, mais... Et après, mauvaise tournure depuis... Les cauchemars en LDC, l'anglais, Umtiti, Piqué, etc. C'était un cauchemar. Et c'est clairement un indésirable, je dis pas le contraire. Et surtout que maintenant on a Cuenca, on avait Michael Faye, mais ça a décidé de le vendre. On a de l'option dans la jeunesse pour pouvoir potentiellement le remplacer, mais le truc c'est que est-ce que tu vas pouvoir venir et faire confiance à un jeune comme Cuenca en pro d'un coup si par exemple, j'espère pas que ça arrive, mais si Inigo qui est assez fragile se pète, on fait quoi? On repasse pour des centrales, ok, mais forte à droite, on peut dire ce qu'on veut, mais on a des matchs après à trêve face à Gérone et Villarreal. Ça, on a un calendrier qui est pas facile. La LDC va commencer bientôt. Je suis désolé, mais en forte côté droit, en LDC contre une équipe du chapeau 1, que ce soit PSG et Real City ou je sais pas quoi, je ne suis pas confiant. Je sais pas toi, mais ça reste quand même assez limité. C'est un jeune et il faut pas le faire sauter dans le grand bain comme ça d'un coup. Tu vois, faut pas éblouir les ailes, faut y aller tranquillement. Il a jamais joué en pro. C'est surtout qu'il n'a jamais joué en pro, donc le faire rêver comme ça face à un City, à un PSG ou un Bayern, ça va être très compliqué pour lui. Hein. Ouais, pour Cuenca, ça va être compliqué. Forte, ça va, il a un peu... il a joué un petit peu, je crois, l'année dernière en LDC, si je dis pas de conneries. Parce qu'on avait la blessure de Baldé et tout, donc... pendant un moment, c'était lui qui était côté gauche, si je me souviens bien, et Cancelo à droite. Si je dis pas de conneries, ça a déjà dû arriver. Et ouais, ça va, il a... Forte, ça va, mais faire lancer un Cuenca, je pense pas que ça peut être intéressant. Mais le truc dans tout ça, c'est que avec tous ces départs, il reste quand même des indésirables qui ont un énorme salaire, comme un Inigo Martinez par exemple. Je sais pas ce que tu penses de Inigo Martinez. Inigo, c'est un joueur intéressant à la relance. Ses deux derniers matchs, bon, le premier, il était assez moyen, mais le deuxième match, il a été pas mal la dernière fois. C'est un joueur qui est intéressant en rotation, mais son salaire de 10 millions nous fait extrêmement mal. Et je suis désolé, s'il fallait faire partir quelqu'un, c'était pas Faye, c'était Inigo. Après, peut-être qu'il n'y avait pas d'offre pour Inigo, mais... Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais au Barça, on a du mal à faire partir les joueurs qui veulent rester et qui sont indésirables. Genre, par exemple, chez vous, au PSG, vous le mettez dans un loft et, par exemple, regarde Skriniar, il n'a pas été convoqué pour un seul match vendredi dernier, il a accepté de partir en Arabie Saoudite. Que ce soit les Inigo, l'anglais comme tout à l'heure qui enchaîne les prêts, un Eric Garcia, etc., c'est assez compliqué de les faire partir. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que il faut avoir une politique vraiment... faut vraiment ne pas accepter ça et créer un loft. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que tous les clubs le font déjà et c'est normal entre guillemets quand un joueur est indésirable. Voilà, on le met de côté. Désolé, mais tu n'es pas dans les plans du coach, donc voilà. Faut que ça soit clair dès le début et que le joueur comprenne. Bon, après, il y a un cas contraire, c'est le cas Kurzawa qui s'en foutait, qui est resté parce qu'il y a un gros salaire. Je sais pas si c'est pareil comme cas dans les joueurs du Barça. Je pense que c'est le cas pour un Inigo, par exemple. Mais quand même, je pense que ça vaut le coup d'essayer de mettre ces joueurs-là de côté. Mais bon, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, en vrai de vrai, Inigo Martinez, la saison dernière, ça n'a pas été exceptionnel, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Je vais clairement dire les termes, il était nul. Ce début de saison, il est assez bon, on va dire. Si on doit résumer les deux matchs. Mais oui, par rapport au cas Skriniar, il a changé du jour au lendemain. Alors on va comprendre qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis. Est-ce que le coach a eu parler? Est-ce que le président lui a dit quelque chose? Il y a moyen. Mais laisse des lignes, s'il te plaît, pour quand on va parler du PSG. Parce que vous savez pas, mais nous on va tourner les deux vidéos en même temps. Là on finit et tourner celle du Barça, on va tourner celle du PSG. Nous on n'a pas le temps de niaiser, là on a 3 heures à discuter avec Flo. Je parle surtout de ce que tu m'as dit. Je suis dans le sujet, tu me parles du love du PSG par rapport à celui du Barça. Ouais. Il faudrait un truc comme celui du Barça, c'est comme le PSG, parfois il y a des gens qui veulent pas partir. Comme tu l'as dit avec Kurzawa par exemple. C'est vrai que
Tu devrais faire ça, les mettre de côté, les obliger à trouver un autre club. Bon, après, ils jouent pas, mais le problème, c'est pareil, c'est que tu payes quand même son salaire. Donc au final, tu payes un salaire de mec du loft qui ne veut pas partir, tu le payes alors qu'il joue pas. Ouais. C'est ça la difficulté des lofts aussi. Ouais, c'est pas la solution, mais c'est une solution à tenter parce que ça reste quand même une possibilité de tenter ça. Après, une alternative aux achats aux achats en général, j'allais dire aux achats d'un joueur comme Kimmich, mais pas que un Kimmich, ça peut être la jeunesse, que ce soit les Bernal, Casado qui ont la confiance entière et complète de Flick, que ce soit un Pau Victor qui a eu beaucoup de temps de jeu en pré-saison qui a été très intéressant, que j'espère voir en pro personnellement, que ce soit un Hector Fort ou un Martin, bref, ça peut être des joueurs qui sont intéressants dans l'effectif du Barça, dans la jeunesse du Barça, et ça peut être une alternative pour toi, ce genre de joueur? Oui, mais il faut quand même qu'ils acquièrent un peu d'expérience. Alors tu les fais jouer un peu en Liga, ok, mais genre faut pas tout de suite les envoyer en Ligue des Champions, tu vois. Parce que bon, je ne vois pas faire quelque chose contre un City, un PSG ou un Bayern. Ouais, pour revenir par exemple au cas Bernal Casado, Bernal a joué les 2 premiers matchs, Casado a joué le premier match et c'est parce qu'il a enchaîné qu'il a un peu tourné avec le retour des joueurs. Ces deux-là ont un potentiel intéressant, ils jouent un peu dans un stade comme la Mestalla et dans un match comme Bilbao. Je suis désolé, mais Bernal a offert plus qu'un joueur comme Sergio Roberto qui offrait avant au milieu de terrain. Il a offert de la stabilité dans l'équipe. C'était un joueur qui a été très intéressant. Et ça peut être pas mal. Après, je dis pas qu'il faut les lancer aujourd'hui et maintenant en Ligue des Champions contre Manchester City. Ça dépend de qui on a, de la forme des joueurs, etc. Mais je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais est-ce que c'est une alternative à un Kimmich, par exemple, pour revenir au milieu de terrain? Non. C'est pas une alternative entière et complète, mais ça peut être un plan B, entre guillemets, de pouvoir avoir ce luxe, d'avoir tous ces jeunes-là, toutes ces pépites-là à disposition. Et c'est là qu'on peut arriver à la gestion de Flick, de ce genre de cas-là, ce qui peut être intéressant. Effectivement, mais Flick, si Flick peut potentiellement lancer ses jeunes en Liga, le Barça pourra encore une fois compter sur la scie assez clair et net. Donc on va y aller. Il en prouve avec Yamal qui a un énorme pack, franchement, il m'impressionne tous les matchs ce joueur. Voilà, mais comme Gérard Martin, comme qui continue à lancer Casado ou Bernal, ils peuvent prendre en puissance et en niveau et potentiellement être titulaire dans un match de Ligue des Champions. Et du coup, le Barça pourrait, vu d'argent, toujours faire confiance à ses jeunes. Ouais, c'est ça l'objectif, c'est vraiment une confiance entière et complète dans les jeunes. Et c'est ça un des doutes que malheureusement on avait quand Flick est arrivé. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que ouais, Flick va peut-être pas faire confiance à la jeunesse. Alors que dès maintenant, on le voit de manière entière et claire, à chaque conférence de presse, au moins une fois, il dit à quel point la Masia est importante et la Masia a des jeunes cracks exceptionnels. Et la gestion de Flick est pour le moment, en tout cas, très intéressante vis-à-vis des jeunes. Après, dans les grands matchs, je sais pas si ça va être différent. Ça a, encore une fois, dépendre de l'effectif qu'il aura à disposition, des blessés, etc. Mais ça peut être intéressant. Du coup, pour passer à un autre sujet... Ah, pardon. Vas-y. Flick, pas débile. Il vient dans un club qui compte beaucoup sur ses jeunes joueurs. Donc, s'il veut être aimé par les supporters et être dans les... Comment dire, être dans les plans des dirigeants, je crois, je sais pas si c'est comment je peux le dire. Ouais. Faut qu'il fasse confiance au centre de formation. Absolument. C'est un club je pense que c'est le club qui a le meilleur centre de monde. Facilement. Qu'il fasse confiance aux jeunes. Ouais, ça c'est clair. Du coup, pour rester dans le sujet Flick, je me demandais ce que t'en penses en fait, voilà, de tactiquement ce que Flick offre, sa gestion des joueurs de manière physique, sa vision tactique, les premiers matchs, parce qu'on les a regardés mine de rien un peu ensemble. Et je sais pas, je voulais te demander ce que t'en pensais de
ce qui change, etc. quoi. Bah, honnêtement, je vais pas te mentir, il n'y a eu que 2 matchs pour l'instant officiels. Il y a énormément de changements. Il faut que les joueurs s'habituent à son style. Ouais, d'accord. Mais je trouve que les joueurs s'adaptent, on va dire. Je saurais pas te dire comment, mais j'ai l'impression que les joueurs commencent à s'adapter au style de Flick. Même s'il faut du temps, ils sont pas entièrement adaptés. On verra ce que ça donnera, mais pour moi, Flick va réussir à faire quelque chose avec ce Barça. Ouais, en fait, moi, j'ai regardé aussi les matchs de pré-saison. Toi, t'es en train de dormir, c'est différent. Ouais, parce que bon, juste petit coup de gueule, les matchs aux US, là, c'est casse-couille. Ouais, toi, reste en train de dormir. Moi, j'ai regardé et les Barça City, c'était très bien. D'accord? Donc, du coup, comparé à la pré-saison, ce qui on a montré en pré-saison, ce qui était aussi très intéressant, et ce qu'on montre dans les matchs officiels, j'ai l'impression que qu'on voit déjà la patte Flick. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais on voit déjà le changement de coach, on voit que vraiment le style de jeu est déjà implanté entre guillemets. Comparé à un Xavi par exemple, c'est pas pour attaquer Xavi ou quoi, mais Xavi il a eu besoin de... Ces 6 premiers mois, a toujours été assez intéressant, mais pour montrer vraiment du jeu, fallait en attendre des matchs. On a commencé à compter quand même le nombre de matchs gagnés par un but d'écart avec Xavi. Tu t'en rappelles? Parce il y avait eu une belle série de matchs de suite où on ne gagnait que d'un but d'écart. Et voilà, on ne montrait pas vraiment de jeu sous Xavi. C'était plus, on marque un but et on redescend, on a peur. Et ce que j'aime dans le style de Flick pour le moment, ce que j'ai remarqué, c'est que on presse jusqu'à la dernière seconde. Rafinha, comment il court en tant que numéro 10 lors des derniers matchs, c'est bluffant. Et ça me fait revenir à un truc, c'est physiquement, les joueurs, comment ils sont prêts actuellement. Et c'est là qu'il faut louer la préparation physique du staff de Flick, qui les a préparés directement un pressing intense, à de la haute intensité. Et moi, je sais pas toi, mais moi, je regarde les entraînements. Comparé aux entraînements avec Xavi, il y a énormément d'intensité qui est mise à l'entraînement. Il en a déjà parlé en conférence de presse hier. C'est que si tu t'entraînes à 70%, tu peux pas jouer en match à 100%. Tu dois t'entraîner à 100% pour pouvoir avoir la même intensité en match. Et c'est ça l'importance des entraînements que j'ai perdu un peu dans le style Xavi. Après, ça veut pas dire qu'il s'est coulé douce sur Xavi, mais il n'y avait pas autant d'intensité et comparé au match officiel. Je sais pas ce que t'en penses de tout ça, mais on voit déjà le travail de Flick pour le moment. Après, Flick est un peu connu pour cet entraînement physique. Donc pour moi, ça m'étonne pas trop qu'il fasse ça au FC Barcelone. Et honnêtement, au niveau pressing, je suis d'accord, il y a un peu plus de pressing comparé sous Xavi. Ça court beaucoup plus. Et bizarrement, ça récupère plus vite le ballon. Comparé à Xavi, il y avait du pressing. À un moment donné, il lâchait le pressing. Parce qu'il n'était pas à 100% physiquement. D'ailleurs aussi, il faut parler aussi de la prépa physique comparé à Xavi. C'est que, on l'a vu la saison dernière, hein, physiquement, le joueur du Barça, c'était pas ça. Hein. Oui, clairement. Mais le truc qui est intéressant... Vas-y. Alors qu'avec Flick, tu vois très bien la différence. Il presse tout le match. Genre, là, il y a eu quoi? 2 matchs? J'ai pas vu une seule minute où le joueur courait pas. Ouais, c'est vrai que ça court beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est le pressing intelligent. C'est pas tu cours, tu perds ton énergie pendant tout le match en train de courir. Tu ne presses pas 90 minutes. Tu presses intelligemment, tu sais quand revenir en arrière. Voilà, tu sais quand presser et quand ne pas presser. Et c'est ça qu'on remarque dans un Flick. Et ça qu'on peut noter comme changement dès maintenant. Comparé à un coach comme Xavi, encore une fois. Du coup, on passe au sujet suivant. C'est Pedri et De Jong. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Parce que Pedri et De Jong, ok, c'est des joueurs qui sont très importants ces dernières années. Ils sont très bons, etc. Mais les blessures pour les deux, parfois l'absence de ces deux joueurs-là dans les grands matchs, que ce soit à cause d'un pépin physique justement, ou une performance pas à la hauteur,
on les voit pas vraiment dans les moments les plus importants de la saison. Et est-ce que tu penses que c'est l'année ou jamais pour ces deux joueurs-là, surtout sur un coach comme Flick, qui va mettre l'accent sur le physique, qui va, par exemple, on l'a déjà vu avec Pedri qui est dans le double pivot, mais qui monte quand même un peu, qui crée un peu le jeu, ce qui est quand même sa principale qualité. Est-ce que ce qu'on voit, je sais pas si toi tu as remarqué, mais par exemple, un Pedri, physiquement, il était déjà prêt à aller à la bagarre, il était déjà prêt pour les grands matchs, entre guillemets, il était déjà prêt physiquement, les sentiers affûtés. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Pedri aussi affûté que ça, je sais pas ce que toi t'en penses. Du coup, est-ce que c'est l'année ou jamais pour Pedri et De Jong? Pour De Jong, il y a moyen. Mais par contre, pour Pedri, ok, il est bien physiquement, il a affûté, etc., mais il est aussi très fragile, il se blesse très facilement. Bon, aucun rapport avec la dernière blessure qu'il a eu à l'Euro, Kroos lui arrache même la cheville, on va se mentir. Mais oui, de Jong, il y a vraiment moyen qu'il fasse quelque chose sous Flick, je le vois bien performer. Pedri, je le vois bien performer si, et seulement si, il se blesse moins souvent. Et ça va pas être facile. C'est depuis sa saison, là, 2021, là, où il a fait, je sais pas, 73 matchs, je crois, une saison. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Il a joué quasiment tous les matchs, ce Coman. Coman l'a tué, hein. Et après, il a joué l'Euro avec l'Espagne et les Jeux Olympiques. Ouais, mais c'est ça aussi, l'Euro et les JO. Ce joueur aurait pu être exceptionnel. Il aurait pu faire des saisons suivantes exceptionnelles. Mais voilà ce que ça donne d'un joueur qui joue trop. Après, il a beaucoup de pépins physiques et tout. Bref, Pedri, comme je vais me répéter, s'il doit performer, il faut qu'il se blesse beaucoup moins. De Jong, je le vois bien performer aussi. Voilà mon avis. Ouais, en fait, l'objectif, c'est juste que ça tient physiquement. Comme un Ansu Fati, par exemple. Puisque j'ai mis ce clic et je suis passé à la prochaine slide, je vous passe à Ansu Fati. Du coup, un Ansu Fati, par exemple, bon, il s'est déjà blessé à l'entraînement. Je pense que c'était tellement intense l'entraînement qu'il s'est pété. Je pense que, honnêtement, c'est la dernière. Est-ce qu'il mérite pour toi une dernière chance? Parce que moi, j'ai envie de la lui donner à Ansu Fati. J'ai envie de rêver à un retour de Ansu Fati sur le côté gauche. Parce que Ansu Fati Prime, qui a duré 2 mois, ça me manque. Ça a duré 2 mois, mais ça me manque. Non, mais Ansu Fati, je suis désolé. Hein. Peut-être que toi, au niveau des sensibilités, forcément, c'est un jeune de la Masia et tout. Toi, forcément, tu lui redonnerais une seconde chance, et c'est ce que je comprends. Mais moi, honnêtement, à la place des dirigeants, ça sort. Il est trop fragile, il est beaucoup trop fragile. Il se blesse trop souvent. La preuve, il s'est encore blessé à l'entraînement récemment. Moi, Fati et le Barça, ça peut plus faire pour moi. Après, le truc, c'est que comme un Pedri et un De Jong qui se blessent aussi un peu, je pense que Ansu Fati a une carte à jouer sous Flick s'il arrive à se mettre au point physiquement. Donc pour moi, sachant que personne le veut cette saison, parce que il est blessé et lors du mercato, etc., donc on va pas le vendre étant blessé, autant cette saison tenter, et si ça passe pas, la saison prochaine ça part, tu vois. Après, qui le voudra, c'est ça la question. S'il se remet au point physiquement, oui, on peut discuter. Mais s'il se remet pas au point physiquement, ça sort. Ouais, en fait, cette saison, c'est la dernière chance pour Fati. Et je pense que beaucoup de supporters catalans, on a toujours été très patients avec Xavi, quand même. Avec Fati. On a toujours été assez patients avec Fati. Et je pense qu'il peut tenter un truc cette saison. Et j'espère. C'est plus une espérance que... C'est plus un truc que j'espère qui est plus espérable que probable. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler. Je parle chinois. C'est bon. Je n'arrive plus à articuler, Flo. Ça fait quasi 20 minutes qu'on tourne. J'en ai déjà marre. On a une deuxième vidéo à tourner. Donc on passe directement au sujet suivant. Merde. Le sujet suivant, qui est le dernier sujet de cette vidéo, c'est l'avis et sur le rival et son mercato. Bah en fait, je sais pas ce que toi t'en penses, parce que moi je t'en ai déjà parlé. On en a déjà parlé en privé de mon avis,
Mais toi, t'en as pas parlé vraiment plus largement. Donc j'aimerais écouter ton avis en premier à propos des Galactiques là. Le Real n'a pas recruté beaucoup de joueurs. Oui, mais ils ont recruté un qui est exceptionnel. Ils ont pris que Mbappé, mais t'as une équipe de porcs qu'ils ont. Ils ont une équipe de porcs. Si Mbappé parvient à s'installer au système d'Ancelotti, le Real va faire mal au cul. Oui, c'est vulgaire, mais le Real va faire mal au cul. Rien qu'avec l'image qu'on vous présente actuellement, regardez-moi cette photo. Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé. Ça peut tellement faire mal. Même si Mbappé, on est d'accord, il n'a pas fait un début de saison exceptionnel, mais un début de saison désastreux. Il faut qu'il apprenne. Faut encore attendre. On ne peut pas dire déjà que Mbappé va flop. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. On peut pas dire qu'il va flop au bout de 2 matchs. Ouais. C'est pas possible. Il faut qu'il adapte au jeu de Madrid. Et une fois qu'il se sera adapté, là on va voir le vrai Mbappé qu'on a vu au PSG. Ouais, en fait, le truc, c'est que personnellement, tactiquement, je l'ai toujours dit, je ne sais pas, et on le voit actuellement, les trois ne peuvent pas jouer ensemble. Je suis désolé, mais il y a un déséquilibre tactique. Tous les joueurs, ces quatre-là, les quatre fantastiques, ils sont sur le côté gauche, et il y a Carvajal qui a 36 ans, qui fait Zappel côté droit. C'est Carvajal, il est encore au club effrayant. Non, il a fait une excellente saison. C'est pas le sujet, c'est que Carvajal n'est pas bon, hein, au contraire. Mais ces quatre joueurs-là préfèrent aller du côté gauche. Ils sont tous sur le côté gauche. Et tactiquement, il y a un déséquilibre entre l'attaque et la défense qui n'arrive pas. Les deux bouts du terrain n'arrivent pas à être reliés par le milieu de terrain. Je sais pas ce que t'en penses, mais Tchouaméni, ces derniers temps, ces deux premiers matchs, c'est pas exceptionnel. C'est assez mauvais, je trouve. Honnêtement, moi je trouve qu'il n'y en a qu'un qui va surtout sur le côté gauche avec l'autre. Je trouve que Bellingham ça va et Rodrigo il est sur son côté droit. Je ne vois pas en quoi il est sur le côté gauche perso. Je vois surtout que c'est Mbappé qui. En fait, Mbappé il se gêne sur le côté gauche. C'est ce que j'ai pu remarquer contre Valladolid surtout. Il se gênait sur le côté gauche et ben, ça perturbait toute l'équipe aussi. Parce que si ça se gêne sur un côté, ben, derrière ça c'est impacté aussi. Et je me d'accord avec toi sur le fait que Tchouaméni ne fait pas un grand début de saison. Mais c'est à cause de l'attaque, le positionnement n'est pas bon, surtout pour Mbappé. Après, il faut pas oublier que Mbappé n'est pas un neuf. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Mbappé, je ne sais pas si Carlo Ancelotti s'en est rendu compte, mais Mbappé n'est pas un neuf. Il va falloir qu'il trouve une solution pour pouvoir aligner. Pourquoi pas, le temps que Bellingham se remette, un Vini en 10 peut être une solution. Je ne sais pas ce que tu en penses, même si Vini, c'est dit comme ça, c'est effrayant. Ouais, non, je suis d'accord. Et Rodrigo à droite. Le temps de la blessure de Bellingham. Et après, quand il va revenir, à voir comment on va faire Ancelotti. Ouais, en fait, le truc, c'est que tactiquement, je ne vois pas comment les trois peuvent être ensemble. Parce que ça a parlé aussi je sais pas si t'as vu, mais ça parlait du fait de tenter Rodrigo en tant que faux numéro 9. Ce qui peut être une option, avec un Mbappé du coup qui irait sur le côté droit. Rodrigo faut numéro 9. Bah, il a la vista et il a la technique pour pouvoir tenter de faire ça. Je pense que ça peut être tentable de faire ça. Et comme t'as dit, ton idée de mettre Vini en 10, bah Vini, sachant que c'est un ailier gauche de base, en 10, il va surtout aller sur le côté gauche, donc je vois pas comment ça peut marcher. Mais ça peut être essayable, encore une fois, va falloir trouver une solution. Parce que tactiquement, les trois ensemble, Mbappé en pointe, Vini à gauche et Rodrigo à droite, ce n'est pas en train de marcher. Et le Real va droit dans le mur pour le moment. Je suis désolé, mais ça va pas le faire pour moi. Mets-les face à un pressing, ils vont voir flou. Hein. Mets-les face à un Léao sur le côté gauche, il va faire des ravages. S'il y a personne. Mais attends, mais mets-les également face au football de Luis Enrique avec le pressing intense, ça se pas. Hein. Oh, faut toujours ramener le PSG, bah oui. Faut toujours ramener le PSG pour dire que ouais, le PSG, nous on est en forme, on a battu 6-0 Montpellier, c'est Montpellier, calme-toi. C'est putain de match de Ligue 1. Faut toujours tout ramener au PSG, j'en ai marre de toi. Bon, après, tu rappelles toi Barça, non.
Moi, c'est différent. Moi, le sujet de cette vidéo, c'est dans le titre. C'est sujet le Barça. Quand on parle du PSG, je ramènerai pas au Barça, moi. Rappelez-vous de cette phrase, hein, quand vous regarderez la vidéo qui sort cet après-midi. Mettez en commentaire le timecode quand je parlerai du Barça dans la vidéo de Flo, on s'en rappellera. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller suivre le frérot, le footballeur parisien. Sa chaîne est dans la description. Il parle du PSG, il parle de la France. Ses vidéos sont très intéressantes. Je t'aime, frérot. Merci d'être venu sur ma chaîne.